Révolution par les urnes de Valeria dos Santos et Philippe Claude. Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Hier, les sénateurs ont adopté à l'unanimité la proposition de loi de la sénatrice Catherine Morin-Desailly qui autorise la restitution des têtes maoris à la Nouvelle-Zélande. Le nouveau ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, dans sa première intervention devant la Haute Assemblée, a apporté son soutien à cette proposition de loi. En octobre 2007, la ville de Rouen avait décidé de rendre les têtes maoris qu'elle conservait dans son musée depuis 1875. Cette décision avait été annulée par le tribunal administratif, saisi par Christine Albanel, la ministre de la Culture de l'époque. Celle-ci craignait que cette situation ne fasse jurisprudence et que la France ne soit obligée de rendre tous les restes humains qu'elle possède dans ses musées. C'est donc l'adoption de cette proposition de loi que je vous propose de voir ce matin. Bonne séance à tous sur Public Sénat. L'ordre du jour appelle maintenant la discussion de la proposition de loi visant à autoriser la restitution par la France des têtes maoris. Proposition présentée par Madame Catherine Morin-Desailly et plusieurs de ses collègues. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Catherine Morin-Desailly, auteure de la proposition de loi. Vous avez la parole, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi, Monsieur le Ministre, de profiter de cette occasion en préambule pour vous féliciter de votre nomination. Vous souhaitez également la bienvenue au Sénat, autre palais italien en somme, vous qui accueillez si chaleureusement il y a quelques semaines à peine une délégation du groupe d'amitié France-Italie de notre Assemblée, dont plusieurs membres aujourd'hui présents dans son débat y siègent, membres de la Commission des affaires culturelles. L'expérience nous prouve malheureusement combien il faut de temps afin que nous considérions comme nos semblables les hommes qui diffèrent de nous par leur aspect extérieur et par leurs coutumes. C'est ainsi que s'exprimait Charles Darwin en 1871, et malheureusement ce constat semble aujourd'hui toujours pertinent, comme le prouve l'histoire de la restitution de la tête maori de la ville de Rouen. La proposition de loi assez inhabituelle, mais co-signée par une soixantaine de mes collègues, que j'ai souhaité vous soumettre, vise à permettre la restitution à leur pays d'origine de toutes les têtes maoris qui sont actuellement détenues dans les collections des musées français. Membre du groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande de notre Haute Assemblée, je me suis en effet passionnée pour l'histoire de ces têtes lorsqu'adjointe à la culture du maire de Rouen, Pierre Albertini, je travaillais alors à la réouverture du Muséum d'histoire naturelle, le deuxième plus important en termes de richesse et de diversité des collections, après celui de Paris, qui avait été fermé pour des raisons de sécurité pendant une bonne dizaine d'années. Avec la nouvelle équipe scientifique recrutée pour mettre en œuvre le nouveau projet alors défini pour le muséum, nous avons en effet répondu à la demande de la Nouvelle-Zélande de lui restituer une tête humaine tatouée et momifiée, conservée depuis 1875. Don ou dépôt, comme on voudra, d'un certain monsieur Drouet pour ne sait quel motif, elle dormait là, cachée depuis le XIXe siècle, dans les réserves et collections non inventoriées du muséum. Si cette proposition de loi vise à répondre aux difficultés juridiques rencontrées par la ville de Rouen lorsqu'elle a décidé en octobre 2007 de remettre aux autorités néo-zélandaises, après des échanges et une réflexion notamment avec l'équipe scientifique du muséum, cette tête maori, elle doit permettre, surtout si elle est adoptée, de mettre la France au diapason de très nombreux autres pays en restituant finalement et logiquement l'ensemble des têtes maoris évaluées à ce jour entre 15 et 20, conservées dans nos musées. 7 à 8 au Quai Branly, une au musée de la Charité, une au musée des Beaux-Arts de Dunkerque, 4 dans des muséums, dont bien sûr celui de Rouen, mais aussi à Lyon, Lille, Nantes, une au muséum de La Rochelle, dépôt des structures de la marine de Rochefort, enfin 2 à l'université de Montpellier. Un petit retour en arrière est là essentiel pour comprendre toute cette affaire.
Tous les Maoris de haut rang guerriers et chefs de tribu étaient tatoués selon des motifs rappelant leur tribu. Selon leur tradition, en effet, la tête est considérée comme la partie sacrée du corps et le tatouage comme une véritable signature sociale et religieuse. Le peuple maori avait ainsi coutume de conserver les têtes tatouées des guerriers morts au combat et de les exposer dans un endroit consacré à leur mémoire où chacun pouvait les vénérer jusqu'au moment où ils estimaient que l'âme du défunt était partie. Les têtes étaient alors inhumées près du village. Au XVIIIe siècle, lors de la colonisation de la Nouvelle-Zélande, les Européens se fascinent pour les têtes tatouées, qu'ils qualifient d'objets de curiosité et de collection. Les musées et les collectionneurs privés lancent de véritables chasseurs de têtes à la recherche des plus beaux spécimens. S'ensuit un véritable commerce barbare. Pour répondre à la demande, on se met à tatouer des esclaves dont on tranche la tête. Ce n'est qu'en 1831 que le gouvernement britannique vote une loi interdisant le marché des têtes naturalisées entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. L'amiral Cecil, dont la flotte était implantée dans le Pacifique, a dénoncé ce trafic qui avait abouti à une véritable marchandisation du corps humain. Dans un rapport adressé alors au ministre de la Marine en 1840, il écrivait « On a vu les têtes néo-zélandaises devenir un objet lucratif d'exportation. Tous les moyens ont été bons pour s'en procurer, et des guerres ont été suscitées entre les tribus pour faire baisser le prix de cette marchandise recherchée par les naturalistes. On a vu des individus presser des chefs et leur assurer des présents pour se faire livrer la tête remarquablement tatouée de quelque esclave. Le regard que portent les Néo-Zélandais aujourd'hui sur ces têtes est bien différent du nôtre. Pour eux, ce sont les restes de leurs ancêtres, des éléments du corps humain, d'où leur demande de restitution, alors que les Occidentaux les considèrent plutôt comme des objets d'art. Enlevés à des sauvages, les os de leurs pères, vous leur enlevez leur histoire, leurs lois, jusqu'à leurs dieux. Vous ravissez à ces hommes, parmi les générations futures, la preuve de leur existence comme celle de leur néant. Cette citation de Chateaubriand, extraite des Mémoires d'outre-tombe, exprime combien, pour se construire, pour se forger une identité, les peuples ont besoin de leurs ancêtres. Comme l'a écrit Jean-Yves Marin, directeur du musée de Normandie, dans un article récemment publié, un peuple sans histoire ne peut se renouveler et est condamné à disparaître. D'ailleurs, que dirions-nous si les têtes de nos propres ancêtres, de nos arrière-arrière-grands-parents, étaient remisées dans les réserves de musées néo-zélandais ou dans tout autre pays et qu'on refusait de nous les restituer? À la demande de la Nouvelle-Zélande, ces têtes ont d'ailleurs été retirées des expositions publiques depuis environ 20 ans. Elles se trouvent aujourd'hui dans les réserves de musées occidentaux, parfois conservées dans des conditions laissant à désirer. C'est d'ailleurs vrai de nombre de restes humains en général, comme l'a établi l'enquête réalisée par Laure Cadot et Hélène Guichard pour le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Depuis, les autorités néo-zélandaises et australiennes ont lancé une campagne de revendication de ces têtes afin de pouvoir les inhumer dans le respect des traditions et rites funéraires de ce peuple autochtone comptant aujourd'hui 600 000 personnes. En effet, le but de ces rapatriements n'est pas un transfert d'une étagère de musée à une autre, en l'occurrence celui de Te Papa à Wellington, mais de retourner ces têtes à leur communauté d'origine. La restitution donne lieu à de véritables cérémonies, ainsi que m'ont le rapporté des témoignages, datant pour certains d'à peine quelques jours. Cérémonies qui sont lancées dès le pays de départ des restes humains. Ainsi, les Maoris se sont déplacés à Rouen pour venir honorer la tête de leur ancêtre et lui rendre hommage. La manifestation que nous avions organisée alors à l'hôtel de ville fut de l'avis de tous les participants extrêmement émouvante. La question qui se pose alors est de savoir si juridiquement ces têtes sont des objets d'art, de collection ou des restes humains. En effet, de cette question relative à leur statut juridique dépend un régime différent. Un objet patrimonial obéit en droit français au principe d'inaliénabilité, ce qui interdit toute restitution en dehors d'une procédure préalable de déclassement. Ce régime s'applique aux pièces détenues dans les collections publiques. Au contraire, un reste humain, en application de l'article 16.1 du Code civil, ne peut faire l'objet d'un droit patrimonial. Dès lors, il n'entre pas dans la catégorie des biens culturels. Éléments du corps humain, indéniablement, s'étaient tatoués et modifiés, issus d'un trafic barbare durant la période de colonisation, ne peuvent se voir appliquer ce principe d'inaliénabilité. Pour nous, à Rouen, la tête maori n'est ni propriété de l'État, ni celle du muséum. Elle ne figurait d'ailleurs dans aucun inventaire, ce qui rendait le déclassement impossible. En décidant par un vote à l'unanimité en conseil municipal de remettre
à la Nouvelle-Zélande ses têtes, nous avons voulu nous inscrire dans une démarche éthique, faisant du Muséum de la Ville un muséum durable et responsable en ce début du XXIe siècle, un acte symbolique exprimant le respect des peuples et de leurs croyances. Ne doit-on pas en effet considérer que ces têtes sont partie intégrante, non de la nation, mais du patrimoine de l'humanité tel que défendu par l'UNESCO, comme un acquis irréductible de notre diversité? Cependant, sur intervention de l'État, la délibération du conseil municipal a été annulée par le juge administratif au motif que la procédure de déclassement préalable prévue par le Code du patrimoine n'avait pas été mise en œuvre et que l'article 16.1 du Code civil sur lequel nous nous étions fondés était inapplicable en l'espèce. Je doute fort au passage que si la commission compétente pour le déclassement, alors exclusivement composée de conservateurs, s'il avait été réunie, eût donné alors son accord. Cet événement a donné lieu par la suite, en février 2008, à un colloque international au musée du Quai Branly portant sur la conservation, l'exposition et la restitution des restes humains. Colloque au cours duquel je suis d'ailleurs intervenue pour témoigner de l'histoire de la tête maorie de Rouen. Ce jour-là, le commissaire du gouvernement présent m'a signalé que la Cour d'appel de Douai avait statué dans le sens de la non-applicabilité de l'article 16.1, mais aurait pu finalement tout aussi bien faire le contraire, tant le statut juridique des restes humains demeure encore flou aujourd'hui. Objet de collection, application de la loi du 4 janvier 2002 relative au Musée de France, avec procédure de déclassement, ou restes humains et application de l'article 16.1 du Code civil, qui résulte de la loi du 29 juillet 1994 sur la bioéthique, que le gouvernement souhaitait d'ailleurs appliquer dans le cas de la Vénus Hottentote. Ce débat juridique suscité par la décision de la ville de Rouen s'est en effet posé dans des termes quasi identiques à ceux soulevés lors de la Vénus, dans la restitution par la France à l'Afrique du Sud de la dépouille mortelle, de Sarah Baartman, conservée dans les collections du Musée de l'Homme. Notre collègue Nicolas About, ici présent, était alors intervenu en faisant voter une loi permettant de sortir la Vénus Hottentote des collections publiques. À l'époque, on s'est même interrogé sur l'utilité d'une loi. Le gouvernement considérait alors que le cas de la Vénus Hottentote relevait de l'application de l'article 16.1 du Code civil, application contestée aujourd'hui pour les têtes maories. Mais l'actualité nous rattrape maintenant avec l'annulation de l'exposition contestée à Obodi par la Cour d'appel de Paris. Celle-ci s'est précisément appuyée sur l'article 16.1.1 du Code civil, introduit en décembre 2008, et dont les dispositions sont d'ordre public, qui dispose que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, que les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. La Cour rappelle, pour fonder sa décision, que la protection due au corps humain vivant et aux dépouilles mortelles prévue par le législateur a un caractère inviolable et digne d'un respect absolu, conformément à un principe fondamental de toute société humaine. Cette décision fortement médiatisée a permis peut-être de mieux prendre conscience des problèmes éthiques posés par l'exposition, pour ne pas dire l'exhibition, des corps humains. La question donc de l'applicabilité de l'article 16.1 demeure. Il apparaît que les restes humains occupent une position donc charnière sur le plan juridique et que la loi de bioéthique de 1994 protège davantage le vivant vis-à-vis notamment du trafic d'organes et des risques en matière d'études génétiques. C'est en tout cas ce que laisse entendre l'interprétation du juge en l'espèce. Faut-il pour autant lui laisser à l'avenir la charge de décider ou non, au cas par cas, de l'application de ces dispositions? Là se trouve une vraie question, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à laquelle, au-delà de cette proposition de loi, il conviendra de répondre. Considérant l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons, j'ai choisi donc de déposer cette proposition de loi. Si nous l'adoptons aujourd'hui, ce que j'espère vivement, elle permettra de régler le cas des têtes maories. Et je suis consciente que la loi n'est peut-être pas l'outil le plus approprié pour régler la question. J'aurais préféré sans doute ne pas y avoir recours. Mais elle est la seule solution face à l'impasse dans laquelle nous nous trouvons et à l'imbroglio juridique en résultant. J'ai constaté en effet que si la loi de 2002 invite les responsables des musées à définir des critères pour encadrer d'éventuels déclassements d'œuvres des collections publiques dans le cadre d'une procédure spécifique et après avis conforme de la Commission nationale scientifique, elle n'a pu à ce jour être pleinement mise en œuvre. Ces critères qui permettaient justement de préciser les conditions dans lesquelles ce principe d'inaliénabilité pouvait ne pas s'appliquer n'ont toujours pas été définis plus de 7 ans après son adoption.
Par ailleurs, en vertu de la loi de 2002, les biens incorporés dans les collections publiques par don et par legs, et c'est le cas de la tête maori de Rouen, mais de nombreuses autres têtes en France, ne peuvent faire l'objet d'aucun déclassement, contrairement à ce qui a été soutenu. Conscience donc de l'importance et de la difficulté de la question, qui ne saurait être un prétexte pour ouvrir la boîte de Pandore, comme on l'a trop souvent entendu dire, j'ai souhaité m'inspirer pour cadrer la présente proposition de loi de 4 critères, retenus alors par la ville de Rouen pour motiver sa décision de restitution. Le premier est que le pays d'origine d'un peuple contemporain ait formulé la demande de restitution. Le second est que ce reste humain ne fasse pas l'objet de recherches scientifiques. Le troisième est qu'il ne soit pas destiné à être exposé ni conservé dans des réserves dans le pays d'origine, mais qu'il soit inhumé. Enfin, le dernier critère est que le reste soit issu d'actes de barbarie ayant entraîné la mort ou alors de pratiques attentatoires à la dignité humaine. On sait en effet que toutes ces têtes ne sont pas forcément des têtes d'esclaves, mais aussi des têtes de chefs guerriers. Il n'en reste pas moins qu'elles ont été volées comme trophées à une époque où les musées occidentaux étaient largement prédateurs. Je voudrais attirer votre attention, par ailleurs, sur le fait que la France a ratifié la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de septembre 2007, qui, dans les articles 11 et 12, enjoint les États à accorder réparation aux peuples autochtones et dispose que les États veillent à permettre l'accès aux objets de culte et aux restes humains en leur possession et ou leur rapatriement par le biais de mécanismes justes, transparents et efficaces mis au point en concertation avec les peuples autochtones concernés. Le geste de rendre aujourd'hui les têtes maoris s'inscrit pleinement dans le cadre de cette déclaration. Par ailleurs, le code de déontologie de l'ICOM, qui est l'aboutissement de 6 années de révision, qui a été formellement approuvé lors de la 21e Assemblée générale à Séoul en octobre 2004, a largement abordé cette question qui est encore pudiquement appelée matériel culturel sensible. Pour autant, Monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite vivement que cette proposition de loi contribue, comme l'avaient alors voulu mes collègues Nicolas Abou et Philippe Richert, lors de la proposition de restitution de la Vénus hottentote à l'Afrique du Sud, à une réflexion plus globale sur la conservation des restes humains dans les musées. Contrairement à d'autres pays voisins, la France accuse, il faut bien le reconnaître, un grand retard sur ces questions. Ossements, préparation anatomique, momies, reliques diverses. La variété et la quantité des restes humains dans les musées et autres laboratoires sont grandes. La spécificité de ces collections soulève aujourd'hui, quoi qu'on en pense, de nombreuses questions éthiques quant à leur patrimonialisation. Nos collègues Philippe Nachbar et Philippe Richert ont d'ailleurs rendu un rapport en juillet 2003 sur les collections du musée, dans lesquels ils évoquaient déjà la question des réserves, de leur gestion, mais aussi des restes humains détenus dans les collections, notamment au musée de l'Homme, au sujet duquel ils avaient constaté un état d'empoussiérage préoccupant. Sans ce travail préalable indispensable, nous serons toujours contraints de procéder au coup par coup, ce qui n'est guère satisfaisant. Cette affaire a de nouveau mis en lumière les dysfonctionnements administratifs, le problème de la gestion des collections muséales et les contradictions de la législation française qui méritent d'être clarifiées une fois pour toutes. Jacques Rigaud, auquel notre précédente ministre de la Culture avait confié une mission, a noté lui-même, je cite, « l'inertie manifeste de l'institution muséale ». Les responsables du musée ont trop longtemps esquivé ce débat, faisant même preuve d'un certain malaise sur un sujet dont ils ne savent comment s'emparer. Cette affaire a révélé également un certain conservatisme, une certaine logique dans laquelle parfois nous sommes enfoncés, notre regard d'occidental, qui a parfois du mal à accepter une autre vision du monde. Le rapporteur, et je partage pleinement ses préconisations, a d'ailleurs enrichi la proposition de loi de plusieurs articles qui visent notamment à élargir la composition de la commission de déclassement, afin qu'elle comporte, au-delà des professionnels de la conservation des biens, des personnes qualifiées, car si la valeur scientifique des restes humains se présente comme une évidence pour les conservateurs, on ne peut mettre de côté la valeur symbolique et même sacrée qu'ils incarnent pour les communautés ou les peuples auxquels ils peuvent être attachés. Aussi faut-il réfléchir au sens que l'on donne aux collections, la science ne pouvant se passer d'une réflexion éthique au sens premier du terme, ce qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la religion. C'est un véritable chantier qu'il nous faut ouvrir sans tabou. Bien entendu, il ne s'agit ici nullement de limiter ou de remettre en cause le principe d'inaliénabilité des collections publiques auquel je suis personnellement extrêmement attachée.
C'est d'ailleurs l'intérêt des critères que j'ai évoqués précédemment, mais aussi du régime spécifique prévu par la loi de 2002 que notre collègue rapporteur propose de renforcer à cette occasion. L'ethno-anthropologue spécialiste de l'Océanie que nous avons auditionné, Maurice Godelier, partage cette position, considérant que si les restes humains ne sont pas des objets de collection comme les autres, ils doivent être restitués. Ces rapatriements doivent être pour autant encadrés afin de garder trace de ces pièces dans les musées français, par numérisation par exemple. La ville de Rouen a d'ores et déjà réfléchi à la façon dont l'histoire de cette tête pourrait être racontée, car il ne s'agit pas de cacher cet épisode de l'histoire du muséum, ni avoir un trou dans sa mémoire, mais au contraire de le valoriser. Ainsi, le directeur Sébastien Minchin a-t-il engagé un travail de numérisation de la tête et toute une démarche pédagogique à destination des visiteurs. Quel que soit le moyen par lequel nous procédons pour restituer les têtes maoris, je suis persuadée que tous ici, sur les bancs de cet hémicycle, partageons cet objectif légitime de restituer à leur peuple d'origine les têtes, partie du corps humain probablement la plus caractéristique de ce qu'est la nature humaine, en tout cas partie la plus sacrée pour les Maoris, afin d'être dignement inhumés. La grande majorité, d'ailleurs, des personnes que nous avons rencontrées défendent également cette position et ont reconnu le bien-fondé de cet acte. À l'époque, Valérie Pécresse, notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avait elle-même émis un avis favorable à cette démarche. Le paélo-anthropologue Pascal Pic avait d'ailleurs, dès le début, pris la tête d'un comité de soutien alors mis en place, rejoint par plusieurs personnalités. La culture ne peut se passer de la transparence, de la vérité. Elle doit répondre à une éthique irréprochable. On ne peut, sous son couvert, porter atteinte aux droits des peuples, et la France, pays des droits de l'homme, se doit d'être exemplaire. De nombreux pays ont déjà remis des têtes. Des musées américains, européens ont répondu favorablement aux demandes de restitution. La Suisse, l'Angleterre, le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne, mais aussi l'Argentine, l'Australie. Au total, près de 322 restes humains maoris sur les 500 estimés ont déjà été transférés à la Nouvelle-Zélande. La France fait aujourd'hui exception dans ce mouvement général en raison de la question du statut juridique que j'ai évoquée, finalement davantage une question de forme que de fond. Notre pays, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ne peut rester en retrait sur ce sujet par rapport à ses voisins, notamment européens. Un tel geste favorise en outre un travail de mémoire, de cicatrisation, permet de tourner une page de l'histoire française peu glorieuse et d'entamer de nouvelles relations avec la Nouvelle-Zélande. Au-delà des considérations juridiques, c'est finalement l'impératif éthique qui doit prévaloir, me semble-t-il. Et cette restitution, ou plutôt cette renonciation à détenir dans nos collections ces têtes, constituera en outre un nouveau départ dans nos relations avec les pays lointains, dans le cadre d'un dialogue interculturel renouvelé. Car il ne saurait s'agir en effet de rendre pour rendre. Le dialogue et l'harmonie entre les peuples impliquent d'entrer en contact avec la civilisation de l'autre avec un grand A et réciproquement. Aussi, face à ce profond désir de restitution manifesté par la Nouvelle-Zélande, pays démocratique qui travaille précisément aujourd'hui à l'intégration de toutes ces communautés, la France doit apporter une réponse positive. En conclusion, je voudrais vous remercier, mes chers collègues, qui avez co-signé cette proposition de loi et accompagné la démarche. Je voudrais remercier notre président de la Commission des affaires culturelles qui m'avait apporté son soutien. Et bien sûr, notre rapporteur, Philippe Richert, qui a réalisé un très gros travail, un travail approfondi sur la question et avec lequel j'échange sur ce sujet si sensible depuis des mois. Je vous remercie tous de votre attention sur un sujet qui, vous l'aurez compris, me tient tout particulièrement à cœur. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Monsieur Philippe Richert, rapporteur de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication. C'est ainsi la nouvelle dénomination prévue par la résolution du 2 juin. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous venons d'entendre l'auteur de la proposition de loi, Catherine Morin-Desailly. Vous aurez compris toute l'énergie, la passion qu'elle met dans la défense des idées qu'elle porte dans le cadre de cette proposition de loi pour permettre la restitution des têtes maoris à la Nouvelle-Zélande. Vous le savez tous, ce n'est pas la première fois que le Sénat a l'occasion de débattre d'un sujet de cette nature, puisque certains s'en souviennent certainement, nous avons eu l'occasion en 2002 de débattre d'une proposition de loi déposée alors par le président Nicolas About,
une proposition de loi qui tendait à rendre à l'Afrique du Sud la dépouille mortelle de Saartjie Baartman, qu'on appelle Vénus Hottentote. Cette femme qui avait connu un triste sort et qui était devenue un symbole des humiliations subies par son peuple, son corps s'étant retrouvé exhibé puis conservé dans les réserves du Muséum national d'histoire naturelle. Alors, rapporteur de ce texte au Sénat, j'étais d'avis qu'il n'y avait pas de raison de faire une proposition de loi. J'avoue que j'étais d'abord opposé au principe même de cette proposition de loi. Puis, quand j'ai vu les tergiversations, parfois même les barrages de l'administration, je me rappelle, lorsque nous visitions le musée de l'Homme, tel conservateur qui m'expliquait qu'il n'y avait plus de restes puisqu'ils avaient été perdus. Cela était bien ce qui avait été dit au rapporteur de la commission des affaires culturelles qui s'était rendu au muséum et on lui expliquait qu'en fait il n'y avait plus lieu de faire de proposition de loi puisque les parties molles, comme on le disait, avaient été perdues. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il y a parfois un peu de lourdeur et que face à ces atermoiements, je crois qu'il est bon que nous puissions clarifier par des lois. Raison pour laquelle la proposition de loi de Catherine Morin-Desailly a été signée par beaucoup de ses collègues et en particulier par Nicolas About qui récidive en quelque sorte et qui apporte son soutien à la démarche qu'elle a initiée. C'est le cas des têtes maoris qui nous interroge aujourd'hui, suscite, on peut le dire ici, dans cette Assemblée, une large adhésion, puisqu'à ce jour, pratiquement 60 sénateurs issus des différents groupes politiques ont co-signé ce texte. Après l'intervention de l'auteur de la proposition de loi, vous comprendrez que je pourrais me permettre d'être plus bref sur les éléments de contexte pour m'attacher à vous présenter les conclusions de la Commission et les dispositions que nous avons souhaité introduire dans le texte afin d'en renforcer la portée. En effet, au-delà de son objet ponctuel, cette proposition de loi soulève des questions importantes par leur portée culturelle, éthique et morale. Elle contribue à relancer un débat important sur des sujets que nous avions déjà abordés dans cet hémicycle 7 ans plus tôt. Or, contrairement à la volonté alors exprimée par le législateur, à la fois au moment des lois sur les musées de France et sur la Vénus Hottentote, les choses n'ont pas avancé comme nous l'aurions souhaité. Cette proposition de loi en est le révélateur. C'est pourquoi j'ai souhaité que son examen nous offre une opportunité pour réactiver ce dossier, pour réactiver ce débat, en vue de faire avancer une réflexion, selon nous, indispensable. Au préalable, je vous rappelle que les têtes humaines momifiées, tatouées, dont il est question dans ce texte, sont une tradition du peuple maori, peuple autochtone de Nouvelle-Zélande. Avec l'arrivée des colons européens, ces têtes, considérées comme des objets de collection, ont suscité un engouement macabre et fait l'objet d'un trafic sordide jusqu'au milieu du XIXe siècle, si bien que certains esclaves ont eu la tête tatouée, tout à l'heure Catherine le rappelait, puis ont ensuite été décapités pour satisfaire à la demande. C'est ainsi que certaines de ces têtes se sont retrouvées dispersées dans les musées d'Europe ou d'Amérique, mais aussi dans des collections privées. D'après les informations qui nous ont été transmises, 6 musées, celui du Quai Branly et 5 musées territoriaux, ont une ou plusieurs de ces têtes, soit au total une douzaine dans leur réserve. En octobre 2007, la ville de Rouen décide de rendre aux autorités néo-zélandaises qui en faisaient la demande une de ces têtes conservées dans son muséum. Toutefois, pour une question de principe, soulevée alors par la ministre de la Culture, cette délibération a fait l'objet d'un recours qui a conduit à son annulation par le juge. En effet, la ville s'était fondée sur les dispositions du Code civil issues de la loi bioéthique de 1994 qui prévoit que le corps humain ne peut faire l'objet d'un droit patrimonial. Cet argument a été rejeté par le juge, alors même, je le rappelle quand même, alors même qu'au moment des débats sur la Vénus Hottentote, c'est exactement l'argument utilisé par le ministre de la Recherche pour, en séance ici, refuser le principe de restituer à l'Afrique du Sud la Vénus Hottentote. On voit bien qu'à l'époque, nous avions peut-être raison d'insister et ne pas nous laisser convaincre par les arguments du ministère. S'agissant de la tête maori, le juge a rappelé que le Muséum de Rouen, ayant obtenu l'appellation de Musée de France, est régi par les dispositions de la loi du 4 janvier 2002. Or, cette loi, dont j'étais rapporteur au Sénat, a réaffirmé le principe de l'inaliénabilité des biens des collections des musées de France. À l'initiative de notre commission, cette loi a aussi prévu une possibilité strictement encadrée de déclassement d'un de ces biens, après avis conforme d'une commission scientifique. Or, cette commission
n'a pas été saisie au sujet de la tête maori. Elle n'a d'ailleurs jamais été saisie de questions de déclassement du tout. J'y reviendrai plus loin. La proposition de loi permet donc de déroger à cette procédure spécifique prévue par la loi musée en sortant des collections l'ensemble des têtes maoris. Le conservateur et responsable du musée ainsi que les éminents scientifiques que j'ai entendus ces dernières semaines m'ont conforté dans l'idée que peu d'arguments valables s'opposent à la restitution des têtes maoris. Plusieurs critères en justifient le bien-fondé. D'abord, comme me l'ont confirmé l'ambassadrice de Nouvelle-Zélande et le ministre de la Culture néo-zélandais, leur pays souhaite bien le retour des têtes maoris. Alors pourquoi est-ce que j'ai insisté pour que la Nouvelle-Zélande nous le confirme? C'est parce que lorsque nous avons débattu de la Vénus Hottentote, au dernier moment, le ministère nous avait fait dire mais l'Afrique du Sud serait embêtée si nous rendions la dépouille de Saartjie Baartman, parce qu'en réalité, ils ne le demandent pas. C'est simplement une demande formelle. J'ai donc souhaité que là aussi, la Nouvelle-Zélande nous confirme le souhait de permettre le retour de ses ancêtres sur leur terre d'origine, qui a pour objet de leur offrir une sépulture décente, conforme aux rites ancestraux. La restitution se justifie donc au regard du principe de dignité humaine, de l'éthique, mais aussi du respect de cultures et croyances d'un peuple vivant. Enfin, les têtes maoris sont entrées dans les collections de nos musées en tant qu'objet de curiosité sur des fondements anthropologiques fondés à l'époque sur des considérations racistes. Elles n'ont jamais fait l'objet en France de recherches scientifiques et de l'avis d'un éminent spécialiste, elles ne présentent aucun intérêt au regard des méthodes anthropologiques actuelles. Il serait néanmoins souhaitable de conserver la trace de ce témoignage historique et culturel comme le permettent des techniques actuelles de numérisation pour ne pas aboutir à des trous dans la connaissance de l'humanité dont les musées sont aussi responsables. Il me semble donc, pour l'ensemble de ces raisons, que notre pays s'honorerait à autoriser le retour de ces têtes maoris. C'est une démarche éthique, respectueuse des valeurs humanistes de notre pays et du dialogue interculturel. À l'automne 2007, pour ces mêmes raisons, notre groupe d'amitié France-Nouvelle-Zélande, présidé par Marcel Deneux, avait fait part de son émotion à l'égard de l'annulation de la délibération de la ville de Rouen et marqué son soutien à notre démarche. Notre commission a donc souscrit à l'initiative de Catherine Morin-Desailly en acceptant que les têtes maoris sortent des collections des musées pour être remises à la Nouvelle-Zélande, et je précise bien pour être remises à la Nouvelle-Zélande. Il ne s'agit pas simplement de déclasser, c'est bien dans l'optique de rendre à la Nouvelle-Zélande. Il reviendra aux responsables des musées et collectivités concernées de définir en étroite coopération avec le musée Te Papa et les autorités néo-zélandaises les modalités de cette restitution. Le dialogue est essentiel. Je ne nie pas toutefois les craintes que la démarche initiée par notre collègue peut susciter, en particulier celle d'une dérive vers une pente glissante, entre guillemets, suscitant des revendications de nature à mettre à mal notre patrimoine naturel. On a bien vu qu'il n'y a pas eu une pléthore de demandes depuis le dossier abouti de la Vénus Hottentote en 2002. Les mêmes craintes, effectivement, s'étaient déjà exprimées à ce moment-là. Toutefois, si ces questions sont à aborder avec une extrême prudence, je crois que nous aurions plus à perdre qu'à gagner à les esquiver plus longtemps. Il me semble que cette réflexion est aujourd'hui attendue, voire souhaitée. J'ai constaté une évolution significative des mentalités par rapport à 2002, tant chez les scientifiques que chez les conservateurs. En effet, je n'ai pas senti de véritable opposition. Il n'y a pas eu de fronde, ni de la part des conservateurs, ni de la part du mouvement des journalistes. Oh, il y a bien eu quelques passages qui me sont consacrés pour me dire, ça y est, il s'est déjà laissé entraîner vers une pente glissante en acceptant une nouvelle fois d'aller vers le déclassement de pièces de collection, mais je crois que ce sont plutôt des combats de quelques-uns et que l'essentiel de ceux qui aujourd'hui sont engagés dans ce débat sont favorables à ce déclassement pour permettre le retour des têtes maoris en Nouvelle-Zélande. Voilà, j'ai donc proposé à la Commission des affaires culturelles de compléter la proposition de loi pour éviter d'avoir de nouveau à nous pencher à l'avenir sur un cas similaire à celui qui nous intéresse aujourd'hui. Eh bien oui, j'ai proposé non simplement de donner un avis favorable à ce qui est proposé, mais de compléter cette proposition de loi. Il me semble d'abord qu'une réflexion est à conduire sur la gestion éthique des collections des musées et notamment des restes humains. Quand on a des restes humains dans nos collections, ce ne sont pas simplement des pièces
de collection quelconque, ce ne sont pas des œuvres d'art qui sont accrochées au mur, ce ne sont pas des pièces de vaisselle dans une... Il s'agit de restes humains. Je crois qu'il est important qu'il y ait une réflexion éthique à conduire. Les personnes que j'ai auditionnées m'ont d'ailleurs souligné le retard de notre pays sur ces enjeux. Dans le cadre du récolement décennal obligatoire des musées, il serait précieux de parvenir à un inventaire précis de ces collections spécifiques qui restent encore trop souvent une zone d'ombre des musées. Par ailleurs, il n'est pas normal que la procédure de déclassement des biens des collections des musées, introduite à notre initiative dans la loi, soit restée virtuelle. Cette procédure était pourtant extrêmement prudente et encadrée. Certes, une commission scientifique nationale des collections des musées de France a été instituée. Elle a une triple vocation puisqu'elle est chargée d'émettre un avis sur les projets d'acquisition et de restauration d'œuvres et enfin sur les demandes de déclassement. Composée de 35 membres, essentiellement des professionnels des musées et représentants de l'administration, elle est présidée par le directeur des musées de France, Madame. Or, si cette commission a tenu plusieurs réunions, toutes consacrées à des questions de restauration et d'acquisition, elle n'a jamais eu à statuer, me semble-t-il, sur un problème de déclassement. Cette commission n'a pas davantage engagé de réflexion en vue de définir des critères en vue d'éventuels déclassements, comme je l'avais pourtant invité à le faire au moment des débats en séance publique. M. Jacques Rigaud l'a d'ailleurs confirmé dans le rapport sur la question de l'aliénation des œuvres collections publiques qu'il a remis à Mme Albanel en février 2008 dans le cadre de la réflexion que le président de la République et le Premier ministre avaient souhaité ouvrir. Même si nous sommes extrêmement attachés au principe fondamental d'inaliénabilité des collections, qui est consubstantiel à la mission de service public des musées, une réflexion doit néanmoins être conduite de façon sincère. De toute évidence, cette procédure de déclassement a vocation à rester exceptionnelle et strictement encadrée. Aucun d'entre nous ne pourrait avoir pour arrière-pensée de mettre en péril l'intégrité de notre formidable patrimoine artistique accumulé au cours des siècles passés. Toutefois, il nous faut aussi sortir d'une vision conservatrice qui ne tienne compte ni de la diversification des collections, ni de l'évolution de la conception de musées. Dans le cas des institutions à vocation scientifico-technique, par exemple, et en particulier des collections d'études, une conservation éternelle n'est pas toujours la plus adaptée. D'autres cas peuvent également se présenter et nécessiter de ménager quelques souplesses sans avoir à en passer par la loi. La Commission a donc décidé, sur ma proposition et en accord avec l'auteur de la proposition de loi, de compléter ce texte en vue de réactiver cette procédure de déclassement tout en l'encadrant de fortes précautions. Le texte adopté par notre Commission ne crée pas une nouvelle Commission, puisqu'il s'agit seulement de redimensionner la Commission instituée par la loi de 2002 afin de la rendre opérationnelle. Nous proposons d'en élargir la composition et de lui confier des missions et une feuille de route plus précise. Renommée Commission nationale scientifique des collections, son champ de compétences s'étend en outre au-delà des seules collections des musées de France. La procédure de déclassement serait notamment étendue aux œuvres du Fonds national d'art contemporain et la Commission pourrait également conseiller les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, ce qui rejoint les préconisations du rapport Rigaud. J'insiste cependant sur le fait que ces collections contemporaines sont aussi celles pour lesquelles le principe d'inaliénabilité a sans doute le plus de sens. Les déclassements peuvent toutefois être justifiés dans certains cas exceptionnels, par exemple en cas de très forte dégradation de l'œuvre. La Commission aurait également vocation à définir des recommandations et une forme de doctrine générale cohérente et responsable en matière de déclassement, permettant d'éclairer les propriétaires et gestionnaires de collections dans leurs décisions. Elle devra rendre compte de ses réflexions sur ce sujet devant le Parlement, en remettant un rapport dans un délai d'1 an à compter de la publication de la loi. Bien sûr, la question des restes humains doit faire l'objet d'un examen scientifique et approfondi dans ce cadre, car il s'agit d'une question éthique particulièrement sensible et complexe. Compte tenu de l'élargissement de ses missions et de l'importance des enjeux sur lesquels elle aura à se pencher, la composition de cette commission est élargie, au-delà des professionnels de la conservation, à la représentation nationale, aux représentants de l'État et des collectivités territoriales, en tant que propriétaires de collections publiques, à des personnalités qualifiées, représentant notamment diverses disciplines scientifiques, comme l'anthropologie, l'ethnologie, la philosophie. En effet, pour parler éthique, nous pensons que ce ne sont pas uniquement les conservateurs des musées qui sont les mieux placés pour le faire. Par cohérence avec ces apports, notre commission a modifié enfin l'intitulé de cette proposition de loi. Voici donc, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Président, les objectifs du texte que notre commission a examiné avec la plus grande attention et qu'elle vous propose à présent d'adopter.
Nous l'avons complété pour que soit poursuivie une réflexion que nous considérons comme importante. C'est un nouveau chantier qui s'ouvre pour notre politique culturelle et patrimoniale et nous souhaitons vivement, Monsieur le Ministre, que votre ministère s'en empare pour que cette proposition de loi puisse être adoptée et mise en œuvre dans les meilleurs délais avec, j'en suis sûr, de la part des habitants, de la part de la population, de la part du gouvernement de Nouvelle-Zélande, une attention qui sera très particulière et une décision qui est aujourd'hui très attendue de l'autre côté des océans. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. La parole est à Monsieur Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication. Je vous salue, Monsieur le ministre, au nom du Sénat, pour votre première intervention dans un débat devant la Haute Assemblée. Je vous en prie. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, la question qui nous est posée à l'occasion de l'examen de la présente proposition de loi, celle de l'appartenance de restes humains aux collections des musées de France, et de celle qui attise la controverse, les prises de position morales. Nous avons tous en mémoire les échanges passionnants auxquels a donné lieu, notamment au sein de votre Haute Assemblée, la remise à l'Afrique du Sud des restes de Saartjie Baartman, dite la Vénus Hottentote. Plus récemment, en 2007, la tête maori inscrite sur les inventaires du Muséum d'histoire naturelle de Rouen a remis sous les feux de l'actualité les problèmes posés par la conservation et éventuellement la présentation des restes humains conservés dans les collections publiques. Deux conceptions sont possibles au sujet des éléments du corps humain entrés dans les collections des musées. La première se focalise sur la violence qui est à l'origine de ce que l'on nomme, faute d'expression plus digne, les restes humains. Cette violence peut être médicale, guerrière ou rituelle. Une telle conception amène à douter de la possibilité même de transformer un élément du corps humain en objet de collection. La seconde vision replace les restes humains conservés dans les collections publiques dans un contexte plus large. Elle englobe les motifs variés, le plus souvent scientifiques ou historiques, parfois culturels, qui ont justifié à un moment donné une protection particulière de ces objets. Je crois que ces deux conceptions peuvent être conciliées. C'est d'ailleurs, me semble-t-il, le sentiment général. Personne ne songe en effet à remettre en cause l'intérêt de conserver et de présenter au public, par exemple, les momies égyptiennes du Louvre. Les musées égyptiens eux-mêmes les exposent dans un espace soumis à une tarification complémentaire, sans y voir de contradiction avec le respect dû à la dignité du corps humain. Je suis donc particulièrement honoré pour ma première intervention devant votre Haute Assemblée, en tant que ministre de la Culture et de la Communication, de prendre part à ce débat essentiel pour les collections publiques françaises. Je le souhaite apaisé et équilibré. Nous allons tous ensemble tenter de concilier d'une part la nécessité éthique d'apporter une réponse aux demandes des communautés d'origine des têtes maoris et d'autre part l'attachement qui est le nôtre à l'intégrité des collections publiques et au principe d'inaliénabilité qu'est sa traduction juridique. J'en viens d'abord au traitement du cas très particulier que constituent les têtes maoris, objet de l'article 1er de la proposition de loi. L'histoire de ces artefacts est bien connue. Elle a été rappelée il y a encore quelques instants. À l'origine, pratique rituelle témoignant du respect du tribut et d'une famille envers ses morts,
La momification des têtes est devenue, sous l'effet de la curiosité macabre des voyageurs et des collectionneurs européens, l'objet d'un commerce particulièrement barbare. Le gouvernement partage pleinement le souci éthique qui fonde la démarche de l'auteur et du rapporteur de la proposition de loi. Je tiens d'ailleurs à rappeler qu'à aucun moment le gouvernement n'a pris position sur l'opportunité de la remise aux autorités de Nouvelle-Zélande de la tête maori du Muséum de Rouen. L'intervention de l'État auprès du juge administratif était simplement motivée dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité par la nécessité d'assurer le respect des procédures dont le législateur a entouré le déclassement des objets appartenant aux collections des musées de France. Rien de plus. En l'occurrence, la saisine pour avis de la commission scientifique instituée par la loi du 4 janvier 2002 sur les musées de France. Sur l'intérêt de conserver les têtes dans les collections publiques, je tiens à saluer la finesse d'analyse du rapporteur. Après avoir rappelé qu'elles n'étaient entrées dans les collections que comme objet de curiosité et non d'études scientifiques, M. Richter a présenté le problème dans toute sa complexité et son étendue. Selon les témoignages recueillis par le rapporteur, les têtes conservées dans nos musées n'ont jamais fait l'objet d'études poussées et ne présentent pas beaucoup d'intérêt au regard des méthodes anthropologiques actuelles. Cependant, comme le souligne également le rapporteur, il convient d'en garder une trace pour ne pas laisser vide dans la connaissance de l'humanité et encore moins dans la mémoire de cet épisode peu glorieux de l'histoire de l'expansion européenne. Sur les modalités juridiques choisies pour favoriser la remise des têtes maoris aux autorités néo-zélandaises, votre commission a retenu une solution sage, respectueuse de la liberté de chacune des collectivités publiques, États ou communes, propriétaires des têtes maoris. En effet, si en application de l'article 1 de la proposition de loi, les têtes maoris cesseront immédiatement de faire partie des collections des musées de France en vue de leur remise à la Nouvelle-Zélande, il reviendra à chaque collectivité propriétaire de procéder à leur déclassement et de négocier les modalités de leur remise avec les autorités néo-zélandaises. Les musées concernés des grandes métropoles régionales, celui de Rouen bien sûr, mais aussi Marseille, Lyon, Lille ou La Rochelle, auront ainsi la possibilité d'accomplir ce geste éthique. Je soulignerai simplement que pour la première fois, la loi organise la sortie des collections des musées de France d'une catégorie entière d'éléments et non d'un objet déterminé. Pour l'avenir, je crois qu'il est capital de nous doter des moyens de prévenir et de régler très en amont et de façon consensuelle, notamment entre l'État et les collectivités territoriales ou leurs établissements, sans avoir besoin de recourir aux législateurs, les difficultés qui pourraient s'élever au sujet d'autres cas particuliers. C'est précisément l'objet des articles suivants de la proposition de loi, ajoutés par votre commission des affaires culturelles. Ce faisant, celle-ci a souhaité saisir votre haute assemblée de la question générale des modalités de déclassement des objets appartenant aux collections publiques. Le gouvernement tient à saluer le caractère très opportun de cette initiative. Elle s'inscrit dans la droite ligne des conclusions remises par M. Jacques Rigaud au ministre de la Culture et de la Communication en février 2008 concernant la modernisation de la gestion des collections publiques. Dans son rapport, M. Jacques Rigaud réaffirmait avec force le caractère incontournable du principe d'inaliénabilité. L'inaliénabilité se trouve en effet au fondement même des collections publiques, qui s'inscrivent dans un horizon temporel de très long terme. Elle a contribué au fil des siècles à la constitution d'un patrimoine qui fait aujourd'hui la fierté et l'attrait de nos institutions culturelles.
M. Jacques Rigaud avait cependant souligné la nécessité d'une véritable respiration des collections, dont l'usage des possibilités de déclassement offertes par le Code du patrimoine était une modalité envisageable. L'une des propositions du rapport Rigaud consistait donc à donner toute sa portée à la loi relative aux musées de France qui prévoit une procédure de déclassement restée lettre morte jusqu'à ce jour. L'initiative de votre commission des affaires culturelles vient ainsi relayer un objectif du ministère de la Culture. La future commission scientifique nationale des collections, instituée par la proposition de loi, traduira dans sa composition toute la complexité des questions de déclassement, qui sont à la fois scientifiques, culturelles et éthiques. La compétence primordiale des professionnels de la conservation des collections sera ainsi complétée par le point de vue des parlementaires, des collectivités propriétaires des collections, ainsi que par celui de personnalités éminentes dans d'autres disciplines utiles à l'examen des projets de déclassement, philosophie, droit, anthropologie, etc. Cette ouverture de la Commission scientifique nationale aux représentants de la nation souligne la solennité de la procédure de déclassement et témoigne de l'attachement du Parlement au principe d'inaliénabilité. Par ailleurs, la proposition de loi, en étendant aux autres collections publiques, au Fonds national d'art contemporain, ainsi qu'aux collections des fonds régionaux d'art contemporain, l'intervention obligatoire ou facultative de la Commission scientifique nationale favorise la prise en compte de l'intérêt scientifique et culturel des biens concernés au moment de faire le choix de déclasser ou non. Je sais gré également aux sénateurs de la Commission d'avoir, pour les demandes de déclassement de biens appartenant aux collections publiques, étendu la procédure de l'avis conforme prévue par la loi sur les musées de France. Celle-ci garantit en effet la prise en compte par les propriétaires des collections de l'expertise et de la représentativité de cette instance. Ce périmètre élargi permettra également, j'en forme le vœu, de définir une doctrine générale pour l'ensemble des collections publiques. Cette proposition de loi vient donc clore de façon particulièrement heureuse la controverse suscitée à l'automne 2007 par l'annulation de la délibération de la ville de Rouen relative à la restitution de la tête maori. Elle marque surtout l'ouverture, trop longtemps retardée à mes yeux, d'un véritable débat de fond sur le recours au déclassement, car elle donne aux collectivités publiques les moyens de disposer en la matière d'une doctrine définie en parfaite concertation. La proposition de loi donne en effet compétence à la commission scientifique pour fixer la doctrine et les critères qui permettront précisément la respiration des collections, sans en compromettre l'intégrité ni amoindrir la portée du principe d'inaliénabilité. Ces lignes directrices seront très rapidement présentées dans le rapport qui devra être remis au Parlement dans un délai relativement court d'1 an. Pour l'ensemble de ces raisons, le gouvernement est amené à émettre un avis favorable sur cette proposition de loi. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, de votre attention. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Je vous informe, mes chers collègues, que pour la discussion générale, nous appliquons pour la première fois l'alinéa 5 de l'article 29 ter de notre règlement, tel qu'il résulte de la résolution du 2 juin. Les groupes autres que ceux auxquels appartiennent les représentants des commissions désignent chacun un premier orateur. Les orateurs ainsi désignés interviennent à la suite des commissions selon l'ordre du tirage au sort. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Nicolas Alfonsi pour le groupe RDSE. Chers collègues.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, permettez-moi à mon tour de vous souhaiter la bienvenue au Sénat et d'exprimer le vœu d'une collaboration fructueuse avec la Haute Assemblée. Voilà. Chers collègues, nous débattons aujourd'hui de la proposition de loi de notre collègue qui vient de s'exprimer à l'instant, et je voudrais rappeler que depuis 20 ans déjà, la Nouvelle-Zélande réclame le retour au pays de ses têtes maoris. Cette démarche est plus que légitime puisqu'elle est inspirée par le souhait de récupérer ces restes humains considérés comme sacrés pour leur accorder une sépulture digne et respectueuse des coutumes des ancêtres maoris. Ces têtes momifiées et tatouées des ancêtres maoris avaient fait l'objet de trafics commerciaux par des collectionneurs européens et américains jusqu'à la fin du XIXe siècle. En France, nous en possédons une quinzaine dans des collections publiques, outre celle de Rouen, qui a suscité l'initiative de notre collègue. Ces têtes qui ne sont pas ou qui ne sont plus exposées, comme au musée du Quai Branly, qui en possède pourtant 6 à 8, n'ont jamais fait l'objet d'études scientifiques particulières par les musées qui les conservent dans des réserves de leur collection. À travers le monde, plusieurs États et institutions ont déjà restitué les têtes maoris et notre démarche aujourd'hui est aussi guidée par ce geste moral et éthique exemplaire. Cependant, ce débat ouvre un autre plus large et plus inquiétant. Si l'on ne peut s'empêcher de reconnaître les erreurs passées, souvent perpétuées au nom de la science pour appuyer le retour en Nouvelle-Zélande des crânes momifiés, certains redoutent que cela puisse ouvrir des brèches et que la restitution des têtes maoris crée un précédent et puisse alors potentiellement ouvrir la voie à un dépouillement progressif et inexorable des collections nationales. Qu'en sera-t-il, par exemple, des momies précieusement conservées et exposées au musée du Louvre ou des nombreuses reliques des saints que nous possédons à travers l'Hexagone? Ce geste éthique, respectueux de la dignité de l'homme et des cultures et croyances d'un peuple vivant, inspiré sans doute aussi par les poids de la culpabilité de l'histoire coloniale, ne doit absolument pas remettre en cause le principe d'inaliénabilité des collections nationales. La règle intangible doit rester celle du caractère inaliénable des œuvres d'art. Aujourd'hui, le rapporteur, dont nous saluons la qualité du rapport, nous propose de compléter par des dispositions de nature à éviter d'avoir à nouveau recours à la loi pour ce type de problème. Nous avons en effet déjà dû légiférer en 2002 sur un cas similaire, cela a déjà été évoqué, celui de la dépouille mortelle de Charlie Bartman, dite Wet'suwet'en Hottentote, restituée à l'Afrique du Sud. Dans les faits, la dérive déjà redoutée à l'époque ne s'est pas vérifiée. Si nous devons de nouveau légiférer aujourd'hui, cela prouve bien que la procédure administrative instaurée en 2002 dans le Code du patrimoine pour le déclassement des biens constituant des collections des musées de France manque totalement d'efficacité. On nous propose, pour y remédier, d'élargir la Commission nationale scientifique sur le déclassement des œuvres à des personnalités qualifiées dans le domaine de l'éthique, des élus et des scientifiques, et d'étendre son champ de compétences à l'ensemble des collectivités publiques, voire privées, au-delà des seules collections des musées de France. Mais, et c'est là l'essentiel, le texte propose de définir clairement les missions de cette commission. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a nullement fait avancer la réflexion sur les cas de déclassement et donc sur les exceptions que l'on pourra tolérer au principe d'inaliénabilité des œuvres d'art. Or, ce travail est fondamental si l'on souhaite pouvoir concilier les objectifs de protection de notre patrimoine culturel d'une part et de respect de la dignité humaine de toutes les cultures d'autre part. La France accuse donc un net retard dans la réflexion à engager sur la gestion éthique des collections des musées. C'est pourquoi, si la proposition de loi est adoptée, la Commission nationale scientifique sur le déclassement des œuvres devra évoquer
une doctrine générale en matière de déclassement et de cession. Elle devra également même rendre compte de ses conclusions au Parlement, lui remettant un rapport dans un an. Puisque l'objectif clair de cette proposition de loi est bien de faire le point sur la politique de gestion éthique des collections d'œuvres d'art françaises, et ce, tout en protégeant ce qui doit rester la règle intangible, à savoir le caractère inaliénable des œuvres d'art, je me réjouis de la voter avec l'ensemble du groupe RDSE. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Serge Lagauche pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Madame Catherine Morin-Desailly a une portée bien plus large que la seule résolution du conflit juridique entre le tribunal administratif de Rouen et sa municipalité. Ce texte autorise non seulement la restitution par la France à la Nouvelle-Zélande de l'ensemble des têtes maories conservées par l'ensemble des musées de France, mais encore elle expose les législateurs que nous sommes à la résolution d'un conflit de principes. Il nous appartient ainsi de concilier le principe fondamental, parce que garant de notre patrimoine historique, scientifique et artistique, de l'inaliénabilité des collections publiques, tout en adoptant une démarche éthique fondée sur le principe de dignité de l'homme, du respect des cultures et des croyances d'un peuple vivant. Le programme néo-zélandais de rapatriement des dépouilles maoris, mis en œuvre depuis 1992 auprès de l'ensemble de la communauté internationale, traduit l'importance que revêt pour le peuple maori le retour de ses ancêtres sur leur terre d'origine. Pour les Maoris, l'ensemble des parties du corps présente en effet un caractère sacré, car elles portent en elles l'essence de la personne. La tête des Maoris d'élite, et par la suite de certains esclaves totalement tatoués, est considérée comme la partie la plus sacrée du corps. Afin qu'elle ne fasse l'objet d'une convoitise insupportable et d'un commerce barbare de la part des colons européens, ces têtes étaient conservées par les familles des défunts Maoris en témoignage de respect. Permettre la restitution par la France des têtes maories est donc un impératif éthique, et le groupe socialiste du Sénat souscrit pleinement aux objectifs poursuivis par la proposition de loi de Madame Morin-Desailly. Pour autant, comme pour la Vénus Hottentote, il nous faut concilier cet impératif éthique avec la règle juridique de l'inaliénabilité des collections publiques et, autant que faire se peut, régler définitivement ce conflit de principes. Si la question se posait une nouvelle fois, un État serait demain fondé à demander la restitution d'une œuvre ou d'un objet originaire de son territoire, acquis de façon contestable par la France, mais faisant partie des collections publiques depuis souvent plusieurs siècles. Comprenons-nous bien, il ne s'agit pas d'adopter une attitude protectionniste de repli sur soi, voire de méfiance en défendant les acquis des conquêtes aujourd'hui certes contestables, mais qui sont l'histoire. Il s'agit au contraire de conforter nos musées nationaux dans leur mission d'exposition, bien entendu, mais également de conservation et de recherche. Il nous faut créer les conditions juridiques permettant à nos musées de s'ouvrir sur l'extérieur en suivant les évolutions sociologiques du monde, tout en les confortant dans leur mission de gardiens du patrimoine culturel national. La loi du 4 juillet 2002 relative aux musées de France avait posé les bases d'une règle permettant de faire le lien entre les principes qu'il nous faut aujourd'hui concilier. Celui éthique, du respect de la dignité humaine d'un côté, et celui juridique, de l'inaliénabilité des collections publiques de l'autre. Malheureusement, bien qu'intégrée à la loi sur les musées de France, cette possibilité d'extraire un bien du domaine public pour envisager notamment une cession est restée virtuelle. La Commission scientifique nationale des collections des musées de France, instituée par décret du 25 avril 2002 et mise en place en 2003, a depuis tenu chaque année des réunions, mais elle n'a jamais eu à statuer sur un problème de déclassement. Elle n'a pas davantage engagé de réflexion en vue de définir des critères pour d'éventuels déclassements. Quelle que soit l'éventuelle inertie des institutions muséales, d'ailleurs dénoncée par M. Richet dans son rapport, il était nécessaire de réactiver cette procédure de déclassement tout en l'encadrant de précautions. C'est donc de manière fort opportune que M. Richard, dans le cadre des conclusions de la Commission des affaires culturelles que nous examinons aujourd'hui, a souhaité compléter la proposition de loi de Mme Morin-Desailly. Renommée Commission nationale scientifique des collections, aux articles 2 et 3 nouveaux, la Commission voit désormais ses missions précisées et clarifiées, ainsi que son champ de compétences élargi.
Concernant la proposition d'ouvrir de nouvelles possibilités de transfert de propriété d'œuvres inscrites sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et mises en dépôt auprès des collectivités territoriales, notre rapporteur, du fait de nos réticences sur cet amendement, a accepté de le retirer, faisant preuve d'un esprit d'ouverture et de consensus qu'il convient de souligner. Vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le groupe socialiste du Sénat estime que l'ensemble des conditions requises pour voter ce texte sont réunies. Nous estimons cependant qu'une réflexion reste à conduire sur la gestion éthique des collections des musées, notamment sur le statut des restes humains qui y sont présents. Ces sujets sont bien entendu sensibles et complexes et la France est très en retard sur ces questions. L'interdiction de l'exposition à Ourbody à Paris nous a montré la nécessité d'accompagner les professionnels des musées, conservateurs et restaurateurs. Puissent ce texte et les nouvelles missions confiées à la Commission scientifique nationale des collections constituer une première étape de cette réflexion. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Monsieur Nicolas Abou. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, à mon tour, je vous souhaite la bienvenue. Monsieur le rapporteur, Madame la sénatrice, auteure de la proposition, mes chers collègues, 7 ans après le vote de la loi portant la restitution de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman à l'Afrique du Sud, nous voici de nouveau réunis. Rien n'a changé. Nous sommes confrontés aux mêmes interrogations, aux mêmes incompréhensions et, j'allais dire, aux mêmes résistances que nous avions alors rencontrées. Il y a 7 ans, il avait fallu en passer par le vote d'une loi pour régler un litige que l'administration française n'avait pas su ou n'avait pas voulu résoudre dignement, alors que la France n'avait pas honoré sa promesse de restitution faite oralement 10 ans plus tôt par le président de la République François Mitterrand à M. Nelson Mandela. Le refus de la France de rendre Saartjie Baartman aux siens qu'il a réclamé ne faisait que réveiller un peu plus les blessures d'un peuple trop longtemps écrasé sous le joug des humiliations, de l'exploitation et de l'asservissement aux pires heures du colonialisme. Très rapidement, lors des débats qui ont lieu au Sénat, tout le monde, y compris le ministre, avait fini par admettre l'inutilité juridique du recours à la loi. Alors que certains affirmaient le caractère inaliénable des biens appartenant aux collections publiques des musées, faisant de la France la propriétaire des restes de Saartjie Baartman, le ministre de la Recherche d'alors, M. Schwarzenberg, avait confirmé ce que j'avançais, qu'en vertu des lois de bioéthique de 1994, nul ne pouvait se déclarer propriétaire d'un élément du corps humain. La France n'était en réalité que la gardienne de la dépouille de Madame Baartman, bien mauvaise gardienne au demeurant, puisque le squelette et les organes, comme le rappelait le rapporteur, pourrissaient au fond de la remise du Musée de l'Homme à Paris. Depuis 1974, ce musée avait du reste prudemment retiré de ses vitrines les restes de la Vénus hottentote, conscient sans doute de l'inadéquation ou de l'indécence d'une telle exposition aux yeux du grand public, celle du corps d'une femme noire à la physionomie hors du commun, exhibée tel un phénomène de cirque. Il faut dire que de telles expositions de spécimens humains étaient fréquentes au XIXe siècle et traduisaient une idéologie scientifique fondée sur une classification de l'être humain selon des critères raciaux supposés qui, fort heureusement, n'ont plus cours aujourd'hui. Dans les musées comme dans les exhibitions publiques, ce qu'on qualifie du nom terrible de zoo humain, qui avait lieu lors des expositions universelles, l'existence même d'une vitrine de musée ou d'une simple grille trahit une idéologie qu'il nous faut désormais absolument rejeter. Elle trace en effet une frontière invisible mais tangible entre eux et nous. Eux, c'est-à-dire les dépouilles ou les restes humains de peuples dits primitifs, exhibés comme des trophées, et nous, peuple occidental, peuple de découvreurs, peuple se disant supérieur, peuple de conquérants. Il nous faut comprendre
ce que ressentent les descendants de ces peuples lorsqu'ils apprennent la survivance de restes de leurs proches ancêtres dans nos musées français. Transposons un instant la situation. Que ressentirions-nous si nous apprenions que quelque part dans le monde, des têtes de soldats français ou autres étaient exposées derrière les vitrines des musées? Avouons-le, il y a quelque chose d'insupportable pour nous dans cette vision d'horreur, et pourtant, quelle différence existe-t-il vraiment? Le don des têtes maoris à la France ne date que de 1875, et précisément ce sont des crânes de guerriers, des chefs de village, de personnages de haut rang. Eh bien, pour le peuple maori, il est insupportable de savoir que les restes de leurs ancêtres illustres sont exposés ainsi dans les musées français. Il faut dire que ces exhibitions réactivent des blessures anciennes. Alors que les tribus maoris constituent les premières populations natives des îles de Nouvelle-Zélande et leurs principaux occupants pendant près de 10 siècles, elles ont été littéralement décimées au XIXe siècle par l'arrivée des colons européens. L'introduction d'armes à feu sur le territoire néo-zélandais conduisit en effet à des guerres intertribales sanglantes. Il en résulta une véritable extermination de certaines tribus, des déportations auxquelles s'ajoutèrent les épidémies apportées par les Européens. Enfin, la couronne britannique prit prétexte des rébellions provoquées par l'achat contesté de terres pour confisquer de vastes parcelles aux tribus maoris à titre de représailles. Après la perte de leurs terres, les Maoris sont alors entrés dans une période de déclin, si bien qu'on crut à leur disparition complète. La découverte au sein des villages décimés des têtes maoris qui constituaient pour ces peuples des objets sacrés comme des trophées de guerre firent alors l'objet d'un trafic sordide. Notre excellente collègue Catherine Morin-Desailly, auteure de la proposition de loi, nous rapporte même que des esclaves qui n'étaient donc pas des chefs guerriers ont été tatoués à seule fin d'être ensuite décapités pour faire l'objet d'échanges. Ces traitements barbares font frémir. Nous ne sommes pas directement responsables des malheurs du peuple maori, tout comme nous ne l'étions pas du peuple khoisan auquel appartenait la Vénus hottentote. Mais nous serions coupables si nous continuions à conserver des reliques maoris sans plus aucun intérêt scientifique dans les remises de nos musées. Il est du moindre de nos devoirs d'aider ces peuples à tourner la page d'une histoire récente et douloureuse. Bien entendu, une telle restitution doit s'entourer d'un certain nombre de précautions. Loin de moi l'idée d'ouvrir la boîte de Pandore de tous les musées de France. Il ne s'agit pas ici d'initier une jurisprudence qui consisterait à rendre à leurs supposés descendants tous les ossements de la préhistoire ou de toutes les momies de l'Égypte ancienne. Même si nous nous devons de conserver et de présenter ces restes humains dans des conditions respectueuses, dignes et décentes. Nous parlons ici d'une histoire quasi contemporaine, de peuples en pleine reconstruction identitaire qui cherchent à sauvegarder leur culture, à préserver leurs rites, à rendre leur dignité à leurs ancêtres. Il s'agit ici d'entendre la demande de gens qui ont souffert dans leur histoire récente et qui s'identifient à ces reliques. En leur restituant leurs ancêtres, nous devons les aider à tirer un trait sur les querelles et les tensions qui ont pu les opposer par le passé à ceux qu'ils considéraient comme des occupants. Je tiens à signaler enfin que par expérience, j'ai pu mesurer à quel point la restitution d'une dépouille mortelle qui a fait l'objet d'une demande officielle par le gouvernement de son pays d'origine avait permis de réchauffer de manière très significative les relations diplomatiques entre notre pays et le pays demandeur. C'est ce qu'ont confirmé de nombreux diplomates français et sud-africains à l'issue de l'affaire de la Vénus hottentote. Il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler que de nombreux pays tels que les États-Unis, la Suisse, le Royaume-Uni, le Danemark ou l'Argentine ont déjà enclenché un vaste mouvement de restitution des têtes maoris à la Nouvelle-Zélande. Il serait incompréhensible que la France restât à l'écart de cette dynamique. C'est également la raison pour laquelle je m'inscris totalement dans la démarche qui consiste à choisir comme critère principal pour faire droit à la demande de restitution le fait que cette demande émane bien des autorités gouvernementales du pays d'origine et non pas de l'une ou l'autre tribu qui en revendique la filiation. Il convient en effet d'éviter, en attribuant sans discernement ces restes humains, de réactiver des conflits ethniques ou revendicatifs au sein d'une nation.
Personnellement, je serais assez favorable à la création d'une instance internationale qui serait chargée de se prononcer sur le bien-fondé des demandes de restitution des dépouilles humaines dans les musées, indépendamment des avis des États. Cette instance indépendante serait composée de hautes personnalités, d'experts reconnus, d'anthropologues, d'ethnologues, de généticiens et d'historiens. Elle pourrait être attachée à l'ONU ou à l'UNESCO, car il ne s'agit pas là de défendre un bien ou une œuvre d'art relevant du droit patrimonial d'un État, mais bien d'assurer le respect et la dignité qui sont universellement reconnus à l'ensemble de l'humanité. Et puisqu'il s'agit de respect et de dignité, je tiens à faire ici le point sur les questions juridiques que soulèvent de manière récurrente les demandes de restitution. Je sais que certains ont pu écrire ici ou là, en particulier certains chercheurs anthropologues, que les lois de bioéthique ne concernaient en réalité que l'être humain vivant et seraient pour cela inadaptées au cas des restes humains, donc morts, traités par les musées. En droit, il est vrai, seule la personne vivante est considérée comme sujet de droit. Selon ces auteurs, les lois de bioéthique de 1994 protégeraient avant tout la personne vivante dans son intégrité physique et morale, par exemple contre les expérimentations ou le trafic d'organes. De même, les articles 16 à 16.9 du Code civil relatif à la protection du corps humain ne concerneraient que la personne vivante jusqu'à son décès, en posant le principe de l'inviolabilité et de l'indisponibilité de son corps en tant que personne pour le commerce ou le droit patrimonial. Aux personnes qui agitent de tels arguments juridiques, je veux rappeler, après l'auteur de la proposition, une jurisprudence récente. Mes chers collègues, vous vous souvenez de l'exposition organisée au printemps dernier à l'Espace Madeleine à Paris. Celle-ci consistait à présenter l'anatomie de 17 cadavres d'origine chinoise. Or, cette exposition a été interdite par une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris, puis confirmée par la Cour d'appel de Paris. Dans son ordonnance, le juge a en effet estimé que cette exposition représentait une atteinte illicite au corps humain et que les mises en scène déréalisantes de ces corps manquaient de décence. L'espace assigné par la loi aux cadavres, rappelle le juge, est le cimetière. En réalité, cette interdiction a été prononcée en application des dispositions de l'article 16-1-1 du Code civil. Ces dispositions ont été introduites par la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, en vertu de laquelle le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, et que les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. Au vu de la législation confirmée par la jurisprudence, on ne peut donc plus dire que les restes humains peuvent constituer des objets du musée comme les autres. En tant qu'éléments du corps humain, ils méritent respect, dignité et décence, et leur place n'est plus derrière une vitrine de musée, mais bien dans un cimetière. Les têtes maoris n'échappent pas à cette règle. Compte tenu des dimensions identitaires, symboliques, diplomatiques et juridiques de cette affaire, il faut donc, mes chers collègues, faire droit à la demande de restitution des têtes maoris exprimée par la Nouvelle-Zélande. Laissons-les repartir et reposer en paix dans leur terre natale qui les attend, afin qu'elles puissent y être inhumées dignement, c'est-à-dire par leur peuple et selon les rites ancestraux. Puissions-nous, mes chers collègues, un instant faire résonner en nous la voix du peuple maori qui nous rappelle dans l'un de ses proverbes anciens « La terre est une mère qui ne meurt jamais ». Merci. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Madame Odette Terrade pour le groupe CRC-SPG. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est au nom de mon collègue Yvan Renard, sénateur du Nord, avec qui j'avais co-signé la proposition de loi de notre collègue Morin-Desailly, que j'interviens aujourd'hui. Je constate que dans le cadre des débats sur la bioéthique, par exemple, les citoyens se montrent particulièrement sensibles au respect de la dignité de la personne humaine et rétifs à tout ce qui s'apparente à sa marchandisation. Et on ne peut valablement s'interroger sur la vie sans questionner également le rapport des vivants à la mort. C'est pourquoi notre Assemblée s'honore en permettant la restitution à la Nouvelle-Zélande qui les réclame des têtes maoris conservées par les musées de France. D'autant que, cela a été rappelé précédemment,
Elles sont parvenues dans notre pays dans un contexte colonialiste et raciste où les peuples non occidentaux étaient considérés comme inférieurs, avec à la clé des massacres et des trafics sordides. Ces têtes maoris pourront ainsi être inhumées dignement dans le respect des rites funéraires de ce peuple. On ne peut ignorer que le respect des dépouilles mortelles, dans la diversité des coutumes ancestrales, a profondément contribué à humaniser les sociétés, mais aussi à civiliser les hommes. La mythologie grecque, par exemple, évoque les croyances et les lois, parfois non écrites, qu'il est essentiel de ne pas transgresser. Ainsi d'Antigone, qui décide au péril de sa vie de rendre les honneurs funèbres à son frère, malgré l'interdiction du roi Créon. Antigone n'est-elle pas un beau symbole de la nécessité ontologique d'offrir une sépulture digne aux défunts? Le fait que la décision prise par le conseil municipal de Rouen ait suscité un tel débat, à la fois éthique et juridique, sur ces têtes maoris, témoigne des lacunes et du retard de notre réflexion sur ces questions. Aussi, notre groupe sera particulièrement vigilant quant à la réactivation indispensable de la procédure de déclassement des biens appartenant aux collections publiques introduite dans la loi Musée de 2002, mais malheureusement demeurée virtuelle. Nous avons perdu beaucoup de temps et il est tout à fait essentiel, tout en confortant la portée du principe d'inaliénabilité auquel nous sommes très attachés, de disposer de critères clairs en la matière. Nous soutenons également la proposition de ne pas limiter la composition de la commission spécifique chargée du déclassement aux seuls professionnels de la conservation. On ne peut réduire les restes humains à de simples objets de collection et l'approche éthique dépasse les seules considérations patrimoniales ou scientifiques. C'est pourquoi il est tout à fait pertinent d'ouvrir cette commission à des personnalités qualifiées, en particulier comme aux représentants de l'État et des collectivités territoriales, ainsi qu'à un parlementaire de chacune des deux assemblées. Notre groupe sera donc particulièrement attentif à l'application de l'article 4, qui donne en quelque sorte rendez-vous au Parlement dans un an, afin de s'assurer de l'avancée concrète des travaux de cette commission scientifique des collections en matière de déclassement ou de cession. Alors que de nombreux musées américains, australiens et européens ont déjà donné leur feu vert à cette demande des plus légitimes de la Nouvelle-Zélande, il y a urgence à ce que notre pays éclaircisse sa position sur le statut des biens issus du corps humain. Après le précédent de la Vénus Hottentote il y a 7 ans, le débat sur les têtes maoris aujourd'hui, il est important qu'à l'avenir, les musées français puissent répondre sereinement aux nouvelles demandes de restitution et qu'il ne soit plus nécessaire de légiférer si de telles nouvelles situations équivalentes, des situations équivalentes se présentent. Permettre que les morts reposent en paix n'est-il pas une condition pour que les vivants eux-mêmes vivent en paix? C'est une question d'autant plus universelle que si on remonte à l'origine de l'univers, nous avons tous les mêmes ancêtres. Si c'est avec Yvan Renard que nous avions co-signé cette proposition, nous avons été donc 2 sénateurs de notre groupe à signer cette PPL, mais c'est bien l'ensemble du groupe CRC-SPG qui est favorable à la restitution de ces têtes maoris, et ce d'autant plus que cette restitution participe pleinement du dialogue et des échanges interculturels que nous avons toujours encouragés. Je me réjouis donc pour le peuple maori qui pourra ainsi donner à ses ancêtres une sépulture conforme à leur culture et à leurs traditions. Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous aurez compris que mon groupe vote avec conviction cette proposition de loi qui nous donne des responsabilités nouvelles à l'égard des morts comme des vivants. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Richard Touei-Havas. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons à examiner ensemble cet après-midi une proposition de loi déposée par nos collègues du groupe Union centriste qui a pour objet d'autoriser, on l'aura bien saisi, la restitution de têtes maoris à la France. En France, à la Nouvelle-Zélande. Pardon. Il s'agit, vous en conviendrez, tous, en dépit du très court texte de loi qui nous est soumis, d'un thème législatif d'une importance cruciale pour le patrimoine national,
en particulier devant les nouveaux enjeux internationaux qui se présentent. En tant que Polynésien, intimement lié à la cause maori, dont il est coutume dans nos contrées insulaires de dire qu'ils sont nos cousins culturels, je suis profondément sensible au sujet qui nous réunit cet après-midi. Il est ici question d'éthique, de dignité humaine post-mortem, de diversité culturelle et de respect d'un système de croyances propre au peuple maori de ce qu'on appelle communément le pays du lent nuage blanc, Aotearoa, plus connu sous l'appellation Nouvelle-Zélande. Il est aussi question de sacralité partagée par tous les peuples océaniens, dont certains font, je vous le rappelle, partie de la République française, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française dont je suis le représentant aujourd'hui. Pour ne vous citer que deux exemples, le terme maori n'est que le terme autochtone du terme maori, qui désigne l'autochtone de la Polynésie française. Je suis également en charge de la nomination d'un site polynésien sur la liste du patrimoine mondial qui représente pour les Maoris le dernier lieu de repos des âmes de tous les ancêtres maoris, séparément effectivement du sort ou du lieu où la sépulture est choisie. En tant que parlementaire, je ne peux que m'inscrire dans cette dynamique législative, novatrice et ouverte, vers l'autre avec un grand A, dont l'éthique prend le dessus sur les clivages politiques nationaux et régionaux. À l'annonce de l'examen en séance publique de cette proposition de loi, je n'ai pu résister à l'impérieux réflexe protocolaire de prendre la tâche de nos cousins maoris d'Aotearoa afin de veiller modestement, à mon modeste niveau, à ce que l'objet de la loi soit toujours conforme à leurs souhaits. C'est le cas. J'imagine que mes collègues de l'Union centriste, à l'origine de la proposition de loi, en étaient déjà persuadés. Je n'ai pas non plus résisté à aller prendre la température sur le terrain, en visitant avant-hier le musée d'histoire naturelle de Rouen et la réserve où se trouve la tête maori momifiée, en présence des autorités municipales et de la direction du musée, afin de comprendre les enjeux locaux, nationaux et internationaux de cette problématique posée. Il m'a aussi été donné à cette occasion de rendre visite à Madame la députée maire de Rouen, qui m'a assuré de sa détermination et de celle de son conseil municipal, dans lequel siège également notre collègue sénatrice Catherine Morin-Desailly, à voir aboutir cette démarche de restitution de la tête maori momifiée aux autorités néo-zélandaises. Je souhaiterais au passage, saluer officiellement le courage et l'audace de toute l'équipe municipale de la ville de Rouen, qu'elle soit antérieure, depuis les élections municipales de 2008, dans la prise de la décision de faire droit à la demande des autorités néo-zélandaises de provoquer le débat qui nous occupe aujourd'hui en décidant contra legem, c'est-à-dire sciemment contre l'état du droit positif français, qui classe encore les restes du corps humain comme objet de collection des musées de France, en définitive de relancer le pavé dans la mare. Ce courage méritait d'être salué et notre collègue Catherine Morin-Desailly a rappelé très justement les deux normes internationales qui trouvent à s'appliquer en France en la matière, à savoir la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, que la France a ratifiée en 2007, mais aussi le Code de déontologie de l'ICOM. Par solidarité envers nos cousins culturels du Pacifique, par conviction traditionnelle profonde, mais aussi par souci d'éthique, je voterai donc pour le principe de la proposition de loi qui sera examinée par la Haute Assemblée, par le Sénat, et proposerai quelques amendements modestes que j'ai estimés nécessaires, mais au-delà de ce vote d'une proposition de loi nominative de circonstance relative aux têtes maoris, encore entreposées en France, il s'agit de poser publiquement la question plus générale de l'état du droit positif français en matière de reste du corps humain. Nous ne pourrons plus, au cas par cas, traiter éternellement ce type de sollicitation internationale au moyen de lois nominatives de circonstance sans mettre la France en réelle difficulté face à la prise de conscience croissante qu'ont les pays environnants des outils internationaux que je viens de citer. C'est d'ailleurs ce vide juridique qui a conduit le comité de pilotage de la ville de Rouen, pour ne citer que cet exemple,
a adopté la démarche de restitution de la tête maori momifiée que le musée d'histoire naturelle de Rouen conservait en réserve depuis 1875. Il nous faudra donc repenser dans un avenir prochain notre législation et réglementation inadaptée à ce type de situation en tranchant clairement ce débat juridico-culturel émergent, tout en instituant des garanties légales innovantes, qui ne soient plus de celles qui trahissent encore quelquefois en filigrane un passé colonial dont tout le monde s'accorde à dire qu'il était peu glorieux. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Monsieur Louis Duvernois pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je m'associe au précédent orateur pour vous souhaiter également la bienvenue au Sénat. Mes chers collègues, le respect dû aux croyances d'un peuple nous amène aujourd'hui à examiner une proposition de loi autorisant la restitution à la Nouvelle-Zélande des têtes maoris détenues par les musées français. Les têtes humaines tatouées et momifiées sont une tradition du peuple maori et revêtent dans leur culture un caractère sacré. Avant l'arrivée des Européens, les chefs maoris étaient tatoués selon des codes très précis, à la fois sociaux et religieux, relevant de la tribu à laquelle ils appartenaient. Lorsque l'un d'entre eux mourait au combat, sa tête était conservée et exposée dans un endroit consacré à sa mémoire. Jusqu'au moment où l'on estimait que l'âme du défunt était partie, la tête était alors inhumée près de son village. Les Européens entrés au contact de ces populations au cours du XVIIIe siècle furent fascinés par ces têtes ornées et en rapportèrent quelques-unes en Europe. La demande des collectionneurs fut tellement forte qu'un véritable commerce s'instaura entre les Maoris et les Européens. La raréfaction rapide des têtes donna lieu à des supercheries. Certains Maoris n'hésitèrent pas à tatouer des esclaves, puis à les exécuter pour obtenir des têtes. La révélation publique de ces pratiques suscita en Angleterre un scandale tel que la reine Victoria fit voter une loi en 1831 interdisant le commerce des têtes entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Le peuple maori n'a pas disparu. Il représente aujourd'hui environ 600 000 personnes. Depuis les années 60, le gouvernement néo-zélandais a adopté une politique de soutien à la culture maori, doublée de mesures de restitution des terres et d'indemnisation des tribus spoliées. Le gouvernement a également mis en place un programme de rapatriement et d'identification des têtes coupées en vue de leur restitution aux tribus. Ces restes humains recevront ainsi une sépulture conforme aux rites et traditions de leur communauté d'origine. Répondant à cette démarche, de nombreux pays ont restitué les têtes maoris qu'ils détenaient. 322 restes humains ont été restitués sur un total estimé à environ 500. En France, la ville de Rouen a été la première à restituer une tête détenue par son muséum. Mais cette restitution a eu lieu alors que le tribunal administratif en avait décidé autrement, invoquant l'inaliénabilité des biens constituant les collections des musées de France. Cette affaire révéla un certain vide juridique à l'évidence. L'initiative de Madame Morin-Desailly vient clore le débat ouvert sur le sort des têtes maoris. Sa proposition de loi compte de nombreux co-signataires, dont je suis, et je me réjouis que notre ordre du jour ait permis d'inscrire sa discussion aujourd'hui. Il s'agit d'appliquer un principe reconnu par le droit international, le respect de la dignité humaine et de la culture d'un peuple. Comme l'a souligné notre rapporteur, la restitution des têtes maoris est un geste
éthique. Cependant, les opposants à la restitution de restes humains font valoir que ces restes peuvent présenter un intérêt scientifique imposant leur mise à disposition pour des études futures. Le maintien des têtes maoris au sein de nos collections pourrait par ailleurs se justifier par leur valeur de témoignage historique, comme l'ont fait valoir certains conservateurs de musées. Mais les opposants à la restitution des têtes maoris craignent surtout que l'existence d'un précédent ouvre la voie à une fuite des pièces des collections nationales. Les demandes de restitution, si elles se multipliaient, pourraient mettre en péril l'intégrité des collections. Il faut tenir compte de cet aspect. Pour cette raison, la proposition de loi se garde de donner une réponse législative générale et définitive à la question de la restitution de restes humains. La demande de restitution constitue un cas particulier bien spécifique. Elle n'est pas automatisée, mais seulement autorisée pour le cas maori. On voit comment le sujet est complexe et nécessite une réflexion d'ensemble sur la restitution des restes humains. Réflexion qui doit être menée en premier lieu par les responsables des musées. En effet, si nous réglons aujourd'hui un cas d'espèce, il ne faudrait pas, comme l'a souligné notre rapporteur, que le Parlement soit contraint de légiférer prochainement sur des cas semblables. Je tiens à saluer le travail de notre rapporteur Philippe Richert, qui s'était déjà impliqué en 2002 dans le débat législatif pour la restitution des restes de la Vénus hottentote. Un amendement adopté par la Commission vient compléter la proposition de loi afin de réactiver la procédure de déclassement instituée en 2002 par la loi sur les musées de France. La composition et les missions de la Commission scientifique nationale sont modifiées afin qu'elles deviennent véritablement opérationnelles. Cette commission aura notamment pour vocation de définir une doctrine générale en matière de déclassement et de cession, permettant d'éclairer les propriétaires et gestionnaires de collections dans leurs décisions. Elle devra remettre dans le délai d'1 an un rapport sur ses orientations en matière de déclassement. Ces dispositions me semblent utiles car la loi de 2002 permettant le déclassement des biens culturels et donc leur restitution n'a pas trouvé d'application depuis son adoption. Il apparaît urgent d'aborder ce débat et de poser aussi clairement que possible des principes qui guideront les démarches des professionnels de nos musées. Bien évidemment, le groupe UMP votera cette proposition de loi ainsi amendée. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Marie-Christine Blandin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, la proposition de loi qui nous est proposée sur la restitution des têtes des Maoris repose sur un élan éthique partagé qui honore la ville qui en a pris l'initiative et l'auteur du texte et qui invite à l'approbation. Ce débat s'inscrit dans un double héritage. Le texte de 2002 sur la restitution à l'Afrique du Sud de la dépouille de Saartjie Baartman, un débat préalable avait à la fois mis en avant l'inaliénabilité des collections des musées avec l'article L52 du Code du domaine de l'État et la loi bioéthique de 1994 qui dispose que le corps humain ne peut faire l'objet d'un droit patrimonial. Malgré ce dernier point et malgré les demandes de l'Afrique du Sud, ni le ministère ni les musées n'avaient donné suite et nous avons dû légiférer. Alors, dans cet hémicycle, le ministre de la Recherche de l'époque plaida, je le cite, que l'on rende justice à cette femme qui a été l'objet durant et après sa vie, comme africaine et comme femme,
de tant d'offenses procédant du colonialisme, du sexisme et du racisme qui ont longtemps prévalu. Il n'est pas inutile de rappeler ici le rapport à l'Académie de médecine présenté par Cuvier, concluant « Les races à crâne déprimé et comprimé sont condamnées à une éternelle infériorité » et que ce n'est qu'en janvier 2008 que j'ai enfin pu faire éradiquer, avec le soutien de la Commission des affaires culturelles, le mot « race » d'un texte de loi sur l'audiovisuel, le Sénat se montrant en avance sur les conceptions de l'autre chambre. Nous avons échoué pour éradiquer le mot race dans la Constitution, mais nous y reviendrons. Au cours du débat de 2002, le risque du précédent d'aliénabilité qui menacerait les collections avait été soulevé. L'autre texte qui nous fait héritage est la loi sur les musées. On y avait senti vaciller l'inaliénabilité par l'installation dans le paysage de la notion de déclassement, en même temps que l'arrivée inédite d'un amendement de l'Assemblée nationale préconisant un délai de 30 ans avant classement. D'autres événements, dans un contexte de tension du marché et de rareté des subventions publiques, ont laissé se développer la notion de rentabilité des institutions culturelles au travers de la vente de leurs marques à l'international et avec le prêt d'œuvre aux limites du leasing, promesse de vente après versement régulier. C'est dans ce contexte qu'il faut interpréter la légitimité de certaines réticences qui nous invitent tous à la vigilance sur l'inaliénabilité. Et c'est dans ce contexte que notre commission n'a pas souhaité étendre les possibilités de déclassement de la Commission et nous en remercions le rapporteur. Mais pour ce qui est des têtes maoris, comme de tout reste humain faisant sens pour un peuple, le revendiquant au nom de ses mœurs et de sa culture, et particulièrement au nom du respect des ancêtres, les sénateurs verts sont résolument favorables à ce que notre pays et ses musées rendent avec dignité ce que l'histoire, l'emprise d'un peuple sur un autre ou les goûts douteux de collectionneurs ont enlevé à leur pays d'origine. Les mœurs de tatouage du visage des chefs maoris, le moko, étaient pour eux une fierté, mais aussi une épreuve. Les entailles au couteau en os, puis l'application de suie de l'arbre à gomme ou de chenilles carbonisées n'était pas une partie de plaisir. Et il fallait tout le rite de la cérémonie, les chants, les cataplasmes des feuilles pour que le jeune homme y résiste. La souffrance était telle qu'on nourrissait le jeune guerrier avec un entonnoir en bois durant des semaines. Les esclaves que l'on tatoua en simulacre de chef pour vendre leur tête n'eurent eux que la souffrance, sans les honneurs. Les Maoris sont vivants, reconnus, actifs en Nouvelle-Zélande et dans l'ensemble polynésien, ils siègent dans les instances officielles. Le 20 avril 2009, ils ont accompagné à l'Assemblée générale des Nations unies Helen Clark, nommée administrateur du PNUD par une cérémonie de chant et de danse rituelle, le Poiri. Helen Clark a été Premier ministre de Nouvelle-Zélande depuis 1999. Travailliste dans le cadre de ses fonctions, elle avait donné priorité à l'accès au logement, à la protection de la biodiversité, à la santé publique, à l'égalité des sexes et au lien entre les Maoris et les Pakeha, c'est-à-dire les Européens. C'est dans cet esprit de lien et de respect que nous sont demandées les têtes maoris et c'est pour nous un devoir moral, historique, que de construire rapidement les conditions de leur retour. C'est pourquoi nous soutiendrons ce texte parce qu'il est resté dans son épure éthique initiale. Je vous remercie, chers collègues. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication. À l'article 1er,
Nous sommes saisis de 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune et déposés par notre collègue Tuaïava. Il nous appartient de présenter ces 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je serai bref. Je pense qu'on peut effectivement envisager l'examen des amendements en fait dans leur globalité, puisqu'en fait le 2e amendement n'est qu'un amendement de repli. Le texte en fait de la proposition de loi, mais également le texte de la Commission, ne contenait aucune donnée temporelle ni délai auquel la démarche nationale de restitution des têtes maories à la Nouvelle-Zélande serait assujettie. Faute de quoi, la présente proposition de loi ou le texte de la Commission pouvait manquer effectivement de visibilité pratique et donc de crédibilité vis-à-vis des autorités néo-zélandaises. D'autre part, l'absence de délai de restitution concret ouvrirait la part belle à d'éventuelles tentatives éparses de mesures dilatoires, que ce soit par exemple la condition d'inventaire préalable, etc., qui pourrait vider la présente loi de sa substance. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la responsabilité effectivement de déposer 2 amendements successifs. L'un qui est celui de proposer un délai de restitution maximale de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, et le 2e amendement, un délai plus élargi d'une année, qui correspondrait en fait au délai qui est sollicité par la Commission donc pour le dépôt d'un rapport au Parlement s'agissant donc de la Commission nationale scientifique. J'en ai fini. Chers collègues, avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, chers collègues. Je serais évidemment tenté de répondre favorablement, parce que j'avais initialement exactement la même volonté de limiter, moi je pensais 1 ou 2 ans. Et en réalité, nous sommes allés voir l'ambassadrice de Nouvelle-Zélande à Paris. Et nous avons discuté avec elle en lui proposant les conclusions, en disant, ben voilà, on va mettre que dans 1 an, il faut... Et c'est elle qui a demandé de ne pas le mettre, en disant que le respect des procédures, avec en particulier l'accueil d'abord en France, dans un musée, puis peut-être un 2e, un 3e, avec l'accueil de l'ancêtre, avec les cérémoniels qui doivent suivre, puis le rapatriement, ça va peut-être prendre plus de temps que nous n'avons prévu. Donc c'est elle qui nous a demandé de ne pas mettre de date pour permettre à ce que cela puisse se passer dans des conditions qui soient à la fois sereines et en même temps respectueuses de la façon dont les tribus souhaitent réintégrer les ancêtres dans leur mémoire et dans leur existence. Alors, pour éviter l'inconvénient que vous avez signalé, eh bien, on a rajouté dans l'article 1er le fait de bien rappeler que c'est pour rendre ces têtes maories à la Nouvelle-Zélande. Parce qu'initialement, ça n'y était pas. On l'a marqué pour éviter que tel musée, le cas échéant, ne déclasse, mais pour autant ne rentre pas. Donc c'est pour bien le marquer que nous l'avons inscrit dans la loi pour qu'il n'y ait pas de discussion possible. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de bien vouloir retirer ces 2 amendements, sinon nous serions amenés, et je le regretterais, à donner un avis défavorable, puisque nous sommes, on le voit bien, parfaitement convergents dans nos analyses. Chers collègues, Monsieur Tueva. Ils sont retirés. Oui, retirés. C'est retiré. Donc, je consulte sur l'article 1er. Qui est favorable à l'article 1er? Qui est pour? Qui est contre? Il n'y en a pas. Unanimité. Article 2, nouveau. Qui est pour? Pas d'opposition. Unanimité. Article 3, qui est pour? Unanimité. Il est adopté. Article 4, qui est pour? Qui est contre? Unanimité, il est adopté. Nous avons maintenant un dernier amendement présenté par M. Tuaïava concernant l'intitulé de la proposition de loi. C'est l'amendement numéro 1. Vous voulez le présenter, chers collègues, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le Président. En fait, l'objet du présent amendement, en fait, a pour but de préciser l'identité de l'État bénéficiaire de la restitution des têtes maories, c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande, dans l'intitulé.
Loin d'être superfétatoire, en fait, cette précision est nécessaire et je pense clarifie véritablement le périmètre d'application de la présente proposition de loi et j'espère que tout le monde sera d'accord. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, quel est votre avis? La Commission a donné un avis favorable. Favorable. Monsieur le ministre, quel est votre avis? Je donne également un avis favorable. Je vous remercie. Qui est pour l'amendement numéro 1? Qui est contre? Unanimité. Il est adopté. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition des lois, je crois que vous avez souhaité prendre la parole, Monsieur le ministre, ou après le vote. Ah, pardon, je vous prie de m'excuser, Monsieur le ministre. Madame Morin-Desailly a demandé la parole et je ne l'avais point vue. Merci, Monsieur le Président. Quelques instants avant le vote, je voulais dire que j'avais été particulièrement sensible à ce débat, aux arguments avancés par les différents sénateurs qui se sont exprimés, avec leur sensibilité particulière, leurs réflexions et leur connaissance également approfondie et particulière. Et à cet égard, je remercie notre collègue de Polynésie, notre collègue Touéyava, qui nous a apporté encore un autre regard. Je voulais vous remercier aussi, Monsieur le Ministre, de la démarche de compréhension et de sensibilité que vous avez sur ce sujet. Et je voudrais souligner à quel point notre rapporteur a amendé très utilement ma proposition de loi, notamment en spécifiant que non seulement les têtes maoris, si la loi est adoptée d'ici quelques instants, seront déclassées des collections, mais surtout qu'elles seront restituées à la Nouvelle-Zélande. Et si notre collègue a accepté de retirer son amendement concernant le délai, je voulais lui dire que nous serons particulièrement attentifs à ce que, dès que la Nouvelle-Zélande sera prête, parce que ces cérémonies en effet peuvent prendre un certain temps, eh bien nous serons là, nous collègues qui soutenons ce projet de loi, pour être particulièrement attentifs à ce que les portes des réserves de nos musées ne se referment pas, mais s'ouvrent au contraire tout grand pour accueillir les Maoris qui viendront chercher leurs ancêtres. C'est important de le rappeler parce que cette démarche, elle n'a de sens que si elle va jusqu'au bout. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. Je vais mettre en voie l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Il n'y en a pas. Alors je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Ceux qui sont favorables veulent bien lever la main, s'il vous plaît. Avis contraire. Abstention, il n'y en a pas. Non. Unanimité. Monsieur le ministre, vous avez souhaité prendre la parole. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie de me redonner la parole. Je voudrais d'abord remercier très chaleureusement la sénatrice Catherine Morin-Desailly, à qui l'on doit l'initiative de cette proposition de loi et qui doit se sentir profondément récompensée, à la fois vis-à-vis de ses convictions et de leur qualité, vis-à-vis de l'engagement moral qu'elle avait pris dans son fort intérieur à l'égard de la communauté maori, et vis-à-vis de son initiative qui a suscité donc l'adoption de cette proposition de loi. Je remercie évidemment, bien sûr, le sénateur Philippe Richert pour la qualité de son travail de rapporteur, et j'y retrouvé d'ailleurs l'implication profonde qu'il ressent pour ce genre de problème. Je voulais simplement faire deux observations, l'une grave et l'autre secondaire. Celle qui est grave, c'est qu'on ne construit pas une culture sur un trafic, c'est qu'on ne construit pas une culture sur un crime, et je pense notamment aux esclaves qui se sont retrouvés pris au piège des horribles commerces exercés par des Européens, peut-être même avec des complicités locales.
Et en revanche, on construit une culture sur le respect et sur l'échange. Il semble évident de le rappeler, mais peut-être qu'il faut le faire encore. On construit une culture sur une véritable pratique de la mémoire et on construit une culture sur le respect d'un certain nombre de procédures et de lois. Je vous sens émue, Madame Morin-Desailly, et nous partageons votre émotion. Et la deuxième observation, qui est une observation beaucoup plus frivole dans le cadre du débat d'aujourd'hui, c'est que le mot inaliénabilité est décidément difficile à prononcer. Bien. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Vous venez de suivre l'adoption par les sénateurs de la proposition de loi qui autorise la restitution des têtes maoris à la Nouvelle-Zélande. Prochain rendez-vous avec les travaux parlementaires cet après-midi pour un débat sur les collectivités territoriales. C'est à partir de 16h30 à suivre sur Public Sénat.